aujourd'hui, nous allons continuer notre analyse réflexive en revenant sur ce que nous avions abordé la fois passée. Est-ce que le parachutisme est un sport en sursis? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir son concurrent direct qui est la chute libre indoor, les souffleries ou le tube, comme on dit vulgairement en France. Alors, est-ce que, au contraire, la chute libre indoor serait le sport qui deviendrait le sport par excellence dans les prochaines années, un sport d'avenir? Eh bien, voyons ça ensemble tout de suite. Commençons par le premier point qui avait été abordé pour le parachutisme et qui était le plus important, celui qui a amené à plus d'explications, c'est la législation qui concerne plus particulièrement l'espace aérien. Eh bien là, c'est tout simple, il n'y a pas d'espace aérien puisque c'est un sport qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment, donc il n'y a pas de rapport avec l'encombrement de l'espace aérien, la législation qui s'y réfère. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour atterrir dans un endroit précis ou pour décoller d'un endroit précis. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir recours à des autorisations avec la proximité d'aéroports régionaux ou même nationaux, d'être en difficulté avec des vols de plus long courrier qui passent au-dessus de notre territoire, et également de la difficulté encore de trouver des lieux qui permettent d'atterrir, puisque la Belgique est un tout petit pays avec énormément de zones résidentielles. À côté de ça, on a aussi des zones où il est interdit de survoler, comme par exemple les centrales nucléaires ou des zones militaires ou des zones de sécurité bien précises. Et en plus, eh bien, régulièrement, nous sommes confrontés, parce que nous sommes le centre de l'Europe, avec des centres d'intérêt très importants international et européen qui font que souvent l'espace aérien est également fermé, ce qui entraîne évidemment énormément de difficultés pour pratiquer le parachutisme outdoor. Et bien tout cela est balayé puisque au niveau des souffleries indoor, il n'y a aucune difficulté, il n'y aura aucune entrave, il n'y a aucune difficulté en ce qui concerne des autorisations pour voler, à l'exception évidemment de ce qui s'est passé il y a un certain temps avec les confinements, mais ça c'est un tout autre sujet sanitaire celui-là, et le parachutisme a été aussi clairement impacté malgré que c'était un sport outdoor par le fait qu'il fallait une montée en avion qui était dans des endroits confinés et par conséquent, eh bien, c'était pas plus favorable pour un que pour l'autre. Mais pour ça, nous allons y revenir. Donc, point de vue législation, espace aérien, il n'y a aucune difficulté. La seule difficulté au niveau législation, c'est l'établissement, comme tout établissement d'espace commercial, industriel, etc., où là, évidemment, on est soumis aux lois d'établissement, mais là, ça ne rencontre en général aucun problème. Nous avions évoqué aussi le problème de la météo. En effet, le parachutisme doit respecter certaines conditions météorologiques pour être pratiqué en toute sécurité. Et comme je vous l'avais dit, vu l'évolution du climat, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des pilotes de ligne, eh bien, il est devenu de plus en plus difficile d'avoir une période complète, une journée complète, où le climat reste le même du matin au soir. On voit également qu'il existe beaucoup plus de vent que par le passé et le temps est donc beaucoup plus variable, donc difficile à prédire, même à la journée même et sur un week-end, eh bien c'est encore beaucoup plus difficile. À cela s'ajoute évidemment de fortes périodes de sécheresse, de forte chaleur, ce qui peut évidemment entraver aussi les activités aériennes par risque d'incendie. Ça peut arriver si les pistes ne sont pas en asphalte. On est également soumis au fait des orages plus fréquents, de la grêle, de la pluie. Tout ça, c'est interdit lorsque l'on fait du parachutisme. Eh bien, bonne chance pour les souffleries. Quelle que soit la météo, les souffleries ne sont pas tributaires des conditions climatiques et sont donc tout à fait accessibles, quelle que soit la météo, beau temps, mauvais temps, tempête, pluie, sécheresse, etc. Donc, encore un point que les souffleries l'emportent sur le parachutisme. Point numéro 3, les souffleries sont ouvertes toute l'année de manière permanente, 365 jours, le matin, le midi, le soir. Certaines fonctionnent même 24 heures sur 24, la semaine comme les week-ends.
À part quelques exceptions près, comme il y a eu récemment où on a dû s'adapter vu les conditions de prix qui avaient fortement augmenté point de vue électricité, où là évidemment il y a eu certaines restrictions où l'on conseillait de voler plus ou moins la nuit et les week-ends pour avoir les tarifs de nuit électriques, mais aussi non. Dans la majorité des cas, eh bien, les souffleries sont ouvertes en permanence toute l'année, ce qui n'est pas le cas des clubs de parachutisme qui ferment pratiquement depuis le 1er décembre jusqu'au 1er mars, donc pratiquement 4 mois par an, et ne sont ouvertes en général que les jours fériés, les week-ends et à quelques exceptions près, en Belgique, c'est comme ça, à part Spar qui est ouvert toute la semaine, mais la majorité n'ouvre que, comme je vous le dis, les week-ends, les jours fériés. Voilà pour la petite histoire. Passons donc au point suivant. Donc, encore un point positif pour les souffleries qui sont ouvertes toute l'année et vous pouvez choisir votre créneau en fonction de vos activités professionnelles. Alors, point de vue pollution, eh bien, point de vue pollution sonore, il y en a quand même relativement peu. Les souffleries deviennent de plus en plus faibles en bruit, en tout cas à l'extérieur. Il faut évidemment constater que la plupart sont quand même généralement dans des zones industrielles, pas loin des aéroports, dans des zones commerciales ou à l'intérieur d'aéroports. Donc, par conséquent, elles ne sont pas dans des zones résidentielles, donc elles causent très peu de nuisances sonores. Point de vue visuel, il n'y a aucun problème. On ne voit rien puisque toutes les activités se passent en intérieur. Et point de vue pollution olfactive, il n'y en a pas. Il n'y a pas de kérosène, donc pas d'avion, donc pas d'odeur qui perturbe le voisinage. En ce qui concerne le charroi routier, eh bien, c'est beaucoup plus fluide puisque, comme je vous l'ai dit, les souffleries, eh bien, on travaille sur rendez-vous. Donc, chacun vient. La durée sur place est en général pour les débutants de 3-4 heures. Pour les gens qui sont pro-flyers, on reste en général 2-3 heures également. Donc, pas de longue période. Tout le monde arrive de manière étalée et pas tous à la même heure et pas tous réduits sur un espace limité 2 jours, le samedi, le dimanche et uniquement jour férié. Là, ça s'étale sur de très longues durées et sur de très longues journées et semaines. Par conséquent, le charroi est beaucoup plus fluide, moins embêtant pour le voisinage si c'est en zone résidentielle, mais je vous dis souvent c'est en dehors de ces zones-là. Conséquence de tout ce que je viens de vous dire, eh bien, comme vous l'avez compris, des souffleries chute libre indoor n'ont pas besoin de l'aviation pour être pratiquées. Il n'y a pas besoin ni d'avion, ni d'hélicoptère, ni de montgolfière. Tout se pratique en intérieur grâce à un mouvement d'air suffisamment important que pour vous faire voler. Donc tout ce qui concerne les difficultés d'usage des avions, qu'ils soient trop polluants ou interdits pour des cours distants ou encore que l'on voudrait transformer en hydrogène, en électricité, etc. Eh bien tout cela, eh bien il n'y a même pas besoin de s'y intéresser parce que les souffleries n'ont pas besoin de l'aviation pour pratiquer leur activité. Donc, encore un beau point pour les souffleries et ça limite évidemment la pollution et les difficultés pour pratiquer. Alors, passons au point suivant qui est le point du matériel. Bien là, le matériel, il en faut beaucoup moins qu'en parachutisme, donc ça va vous revenir beaucoup moins cher. À part un casque intégral, une combinaison, des baskets, ça c'est relativement bon marché, on peut dire que pratiquement pour 1500 euros, même moins de 1000 euros, il est tout à fait possible d'avoir son propre matériel. Donc beaucoup moins cher que si vous pratiquez le parachutisme. Vous n'avez pas besoin d'altisson, d'altimètre, de voile, d'ADD, etc. Donc par conséquent, c'est quand même un sport qui nécessite beaucoup moins de matériel et qui est beaucoup moins onéreux. Petit bémol, c'est la même chose que pour le parachutisme, c'est que la plupart des combinaisons sont faites en matière synthétique et que, comme vous le savez, tout ce qui est tissu, eh bien, ça vient du côté de l'Asie, c'est teint, c'est fabriqué là-bas, on ne saura jamais rien y faire. La route de la soie, s'y est pour quelque chose, il faut dépendre des pays asiatiques pour le tissu en tant que tel, même si la confection se fait en Europe, donc que c'est coupé, fabriqué et monté en Europe, nous dépendons quand même toujours de l'Asie pour nos fameuses matières premières utiles pour la fabrication de nos matériaux. C'est le seul bémol. Mais peut-on rétorquer dans ce cas
que la durabilité est quand même bonne, puisque nos combinaisons et nos casques, les casques sont garantis 5 ans, et les combinaisons, bien, elles volent quand même relativement longtemps. Une combinaison, plus de 50 heures de vol en soufflerie, eh bien, ça tient si vous avez une bonne combinaison, donc c'est quand même durable, écologique et facilement rentable sur le long terme. Un petit point que l'on peut regretter, c'est que la conception de la chute lipitor est vue de manière complètement différente d'un pays à l'autre. La France reconnaît cette pratique comme un sport à part entière avec sa propre discipline, parce qu'on a ses propres disciplines, et fait partie automatiquement de la Fédération de parachutisme de France. La soufflerie est représentée au sein de la Fédération de France comme les autres sports aériens, que ce soit le vol ascensionnel, le parapente, le deltaplane, le vol à voile, etc. Tout cela est regroupé au sein de la même fédération, donc on peut dire que la Fédération de parachutisme de France représente l'ensemble des sports aériens. En Belgique, la fédération de parachutisme est déjà divisée en deux fédérations, fédération wallonne et flamande. Et deuxièmement, elle ne représente que le parachutisme outdoor. Elle ne représente pas la chute libre et elle ne représente pas non plus les autres sports aériens, vol à voile, deltaplane, parapente, etc. Par conséquent, nous sommes déjà peu nombreux à pratiquer ces sports. Le nombre d'adeptes est limité et est en diminution en Belgique, ce qui n'est pas le cas de la France, qui revient à des chiffres pratiquement similaires à ce qu'il y avait avant Covid. Et en plus, nous avons divisé ça par discipline, ce qui fait qu'au niveau fédéral, représentation sportive et internationale, ou aussi bien nationale, eh bien le poids est quand même fameusement limité pour avoir une force, une résistance face aux lobbies environnementaux et contre toutes les personnes qui seraient contre ce genre d'activité de sport aérien. On peut regretter évidemment cette division. Déjà, on ne sait pas y faire grand-chose entre le wallon et le flamand, mais pourrait-on imaginer une fédération nationale de parachutisme qui regrouperait les fédérations régionalisées? Et en plus, pourrait-on espérer que toutes les disciplines de sport aérien se regroupent entre elles pour avoir un poids et une puissance représentative auprès des institutions en cas de problème à court, moyen ou à long terme. C'est ce qu'on peut déplorer pour la Belgique. Le grand avantage de la soufflerie, c'est évidemment au niveau pratique. C'est très facile d'aller à la soufflerie, comme je vous l'ai dit, c'est ouvert tout le temps. En plus, vous pouvez pratiquer, vous ne pouvez pratiquer que sur rendez-vous. Donc, vous êtes sûr de votre créneau quand vous arrivez. Donc, ça vous fait éviter de perdre du temps. D'attendre, comme on voit en parachutisme, qu'on doit attendre son slot pour monter. Ben ici, vous arrivez, vous avez votre heure précise. C'est plus facile pour s'arranger entre amis. Donc, il y a un gain de temps et aussi une facilité pour les entraînements parce que vous pouvez évidemment vous entraîner sur 2 minutes, 45 secondes, 3 minutes, 5 minutes. Vous pouvez reprendre votre exercice immédiatement. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez, ce qui n'est pas le cas en parachute où une fois que vous serez descendu, vous devrez de nouveau vous réinscrire et de nouveau attendre votre tour avant de remonter. Donc la rapidité d'entraînement et de répétition est un excellent lieu, c'est d'aller dans une soufflerie pour avoir les meilleures conditions pour s'entraîner. Grâce aux souffleries, eh bien, on a vu très rapidement le niveau au niveau du parachutisme de compétition augmenter de manière exponentielle et en flèche grâce à cet outil parce que la facilité d'entraînement évidemment est là et permet évidemment de créer de nouvelles chorégraphies avec beaucoup plus de difficultés et ça a évidemment fait monter en flèche le niveau. On verra par exemple au niveau des freestyle et free fly, en tout cas artistiques en 3D, évidemment la qualité maintenant des performeurs qui pratiquent en extérieur, en outdoor, à quoi ils peuvent arriver grâce évidemment à ces nouveaux outils d'entraînement. Ce qui fait qu'en Belgique, on considère à quasi-totalité la soufflerie comme étant un lieu d'entraînement, alors que la soufflerie est une discipline complètement à part, où les techniques sont complètement différentes et la méthode de vol, quoi qu'on en dise, et ce sont deux choses totalement différentes
Et il faudrait peut-être aussi qu'on voit la discipline de la chute deep indoor plus comme un entraînement de parachutisme, mais comme un sport à part entière qui n'a rien à voir avec le parachutisme, même si c'est utilisé pour faciliter l'entraînement de ces derniers. Je vous ferai une vidéo parce que pour moi, la chute libre indoor, eh bien, elle est un peu à comparer à la marche athlétique face au parachutisme qui est à comparer avec la course à pied. Et j'imagine déjà les marcheurs comprendre déjà ce que je parlerai lors d'une prochaine vidéo. J'ai vraiment fait le parallèle et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis devenu accro à la chute libre indoor parce que pour moi, chute libre indoor et marche athlétique, eh bien, c'est la même vision de la société face à ces deux sports. Ça, ce sera pour dans une prochaine vidéo. Maintenant, je terminerai sur un dernier point, un point que tout le monde rétorque toujours au sujet des souffleries, c'est le coût. C'est évident que le coût est important en soufflerie. La raison en est évidemment, c'est son caractère énergivore. Il faut énormément d'énergie pour faire tourner ces souffleries. D'où la raison pour laquelle les prix ont augmenté ces derniers temps. L'électricité et le mazout ou le gaz, eh bien, c'est pas pour rien, ça augmente, donc évidemment les prix ont été répercutés, ce qui est tout à fait normal. On espère évidemment à l'avenir que les nouvelles souffleries seront moins énergivores et que l'on trouvera à l'avenir des possibilités d'être un peu plus durables, un peu plus écologiques peut-être, avec l'intervention de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, d'utilisation de moyens de récupération d'énergie, etc. Sans doute l'avenir sera-t-il dans ces créneaux-là, c'est ce que nous verrons, mais en attendant, c'est le seul point vraiment négatif, c'est que c'est énergivore et ça coûte de l'argent. Maintenant, on dit toujours que le parachutisme outdoor est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Eh bien, le soufflerie, elle est au contraire considérée comme le sport le plus cher après le sport automobile. Alors j'ai fait ma petite enquête et je me suis un peu interrogée et je dois dire que si on voit les choses dans le sens où je l'ai analysé, eh bien vous allez être étonné. Imaginez que vous sautiez en parachute, vous êtes déjà parachutiste breveté. Vous allez monter en avion, vous avez votre assurance comprise dedans avec votre licence de 180 €, 200 € par an, un peu comme les marcheurs, tourne à peu près à ce prix-là aussi. Et vous devez payer chaque fois que vous venez voler, en moyenne, on va prendre une moyenne, 25 € pour faire un saut en parachute. Votre saut en parachute coûte 25 €. Je ne tiens pas compte de la licence dans mon calcul. 25 € pour 2 minutes de chute libre en moyenne. Ce qui veut dire que pour 2 minutes de chute libre indoor, pour comparer avec l'indoor, vous avez volé 2 minutes en chute libre, donc pour 25 €. Matériel, avion, etc. monté sans la licence. Point de vue chute libre indoor, si vous êtes un pro-flyer qui n'a pas besoin de formation, vous allez y aller pour en moyenne 650 € l'heure. C'est-à-dire que pour 2 minutes, eh bien, vous allez voler pour 21 €. Alors qu'un parachute, c'est 25 € le saut. Ce qui revient à dire que c'est même légèrement moins cher. Et je sais que du côté flamand, les prix des sauts en parachute sont même moins chers, tournent aux environs de 21 22 €, donc reviennent au prix des souffleries. Donc pour 2 minutes de vol, eh bien c'est quasiment identique. Maintenant, si vous faites votre formation para et que vous avez besoin d'un coaching, on va dire au départ, pour devenir breveté, eh bien, vous allez plus ou moins devoir passer par cette étape. Donc, on coûte en général 1400 €. Si vous êtes zélé, on va en rester sur des gens qui sont zélés. Donc, on va compter 1400 divisé par 7. Ça revient à peu près à 200 € par saut. C'est-à-dire 200 € pour 2 minutes de chute libre. Évidemment, il y a le retour en voile qu'il faut prendre en considération en parachute également, puisqu'il vaut mieux ne pas se cracher. Donc, il faut quand même savoir manipuler sa voile. Donc, voilà. Donc, on va dire pour 5 minutes, vous volez pour 200 €. Avec coaching compris, si vous avez un bon prof qui vous fait un coaching, un débriefing, etc. dans une zone habituelle. En soufflerie, si vous voulez faire un coaching, bien, ça vous revient en moyenne à 425 € avec coaching compris
briefing, débriefing, quand vous avez affaire à un prof sérieux. Donc, ça vous revient là, en moyenne, à 28 € pour 2 minutes, 14 € en moyenne la minute. Donc, si on compare au parachutisme, eh bien, le parachutisme pour 5 minutes, vous allez payer 200 € plus votre coaching et votre débriefing et votre briefing. Et si vous faites de la soufflerie, eh bien, ça va vous revenir pour 28 € pour 2 minutes de soufflerie et 425 € pour la demi-heure. Et sur 425 €, la demi-heure, vous avez volé 15 sauts. Alors qu'en parachutisme, vous avez fait pour un saut 200 €. Donc, quand on voit ça, je ne sais pas encore comment on peut dire que la soufflerie coûte plus cher que le parachutisme, que ce soit en formation ou que ce soit à titre de hobby professionnel par la suite. La soufflerie reste quand même un sport qui est bon marché vu le nombre de répétitions et le nombre de sauts que l'on pratique au cours d'un seul coaching. Par conséquent, là, pour moi, en tout cas, point de vue mathématique fait, le parachutisme reste un sport qui est cher et qui est très difficile à pratiquer puisqu'on dépend de la météo, des interdictions et également de vos capacités d'apprentissage. Il y a des gens qui ont énormément de temps pour apprendre et ça va leur coûter 10 fois plus cher qu'en soufflerie où pour pratiquement le même prix, vous avez volé pratiquement 10 fois plus. Au fil de toutes les comparaisons que je viens de vous dire, eh bien, la soufflerie a énormément de points positifs et est dans de bonnes conditions face à la législation, face aux conditions climatiques, face au matériel, face à sa pratique, à son coût. Le seul bémol est peut-être son côté énergivore, mais ça on se doute que dans un proche avenir, des solutions seront évidemment trouvées et ce n'est pas quelque chose d'impossible à réaliser, c'est tout à fait faisable. En plus, je vous ai démontré que son coût est beaucoup plus meilleur marché que le parachutisme. Néanmoins, si à l'avenir les souffleries devenaient le seul lieu où on pourrait encore pratiquer le parachutisme, ça poserait quand même néanmoins un problème car certaines disciplines eh bien, seraient vouées complètement à disparaître. On peut citer tout ce qui est les voiles contact, les voiles de vitesse et les voiles de précision. Bien là, en soufflerie, ce serait des disciplines qui seraient complètement disparues. Le wingsuit en soufflerie, c'est pas encore au point non plus, à part le pratiquer depuis la montagne. Si on ne peut plus pratiquer l'aviation, bien ça sera quasiment terminé, à part les montgolfières, etc. Donc, et certaines disciplines risquent aussi de disparaître, comme je viens de vous le dire. Par conséquent, la soufflerie ne sera pas la solution totale si jamais le parachutisme à bord d'avions ou d'hélicoptères ou de moyens de locomotion aérien venait à être interdit. Eh bien, la soufflerie ne saura pas remplacer l'entièreté des disciplines que l'on connaît au niveau du parachutisme outdoor. Enfin, dernier point que l'on peut citer, et je n'ai pas parlé avant, c'est que le ciel, c'est l'immensité, il n'y a pas de limite, alors qu'en soufflerie, il y a une limite, ce sont les carreaux, les vitres et le filet en dessous. On reste quand même dans un monde à 3 dimensions, même si c'est déjà plus la 2 dimensions, mais la 3 dimensions, mais ça reste quand même limité, ce qui a aussi son charme, parce que la moindre petite erreur, eh bien, c'est fatal, c'est le carreau ou c'est la chute sur le filet. Donc, ça demande évidemment une pratique et une précision hors pair. On ne peut pas se louper en soufflerie. Comme vous l'aurez constaté aussi pour les habitués, c'est que les souffleries sont en train de s'agrandir. On a des souffleries qui sont de plus en plus hautes ou de plus en plus larges et également des souffleries de plus en plus immenses. Je vous renvoie vers Abu Dhabi. Voilà, on se doute de l'évolution future vers de plus grandes souffleries. Et enfin, je terminerai sur une anecdote, c'est qu'il n'existe pas uniquement des souffleries indoor, même si on parle de souffleries indoor, c'est-à-dire que l'on parle de souffleries intérieures, mais tout est ouvert, il y a des... et l'air est continuellement renouvelé avec l'extérieur, mais l'activité est
à l'intérieur dans des vitres, mais il faut savoir qu'il existe des souffleries ouvertes outdoor qui existent. On peut également voir des souffleries en France qui sont outdoor avec tirées sur l'extérieur également. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris récemment que certaines compagnies de croisière transatlantiques pratiquaient maintenant aussi la chute libre indoor. On retrouve dorénavant à l'intérieur des bateaux croisières de longue durée, 15 jours, 3 semaines, eh bien, des souffleries sur les bateaux et qui permet de s'y adonner ou de prendre goût à une activité nouvelle pour leurs passagers. Comme quoi, la soufflerie a encore de beaux jours devant lui, pas uniquement à l'intérieur, dans les aéroports, dans des parcs d'attractions ou des centres créés à ce niveau, mais également à bord de bateaux de luxe transatlantiques. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, bon vol à vous et au plaisir de vous rencontrer au détour d'une soufflerie. À bientôt.